vais donc vous présenter l'histoire du château de Chantilly et du musée Condé durant la Seconde Guerre mondiale, si possible avec des photos d'époque comme celle-ci qui date de 1938, qui vous montre le château. Alors il faut rappeler déjà ce qu'est le domaine de Chantilly. Au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, c'est bien sûr un château, de très belles écuries, les plus belles du monde, dit-on, et un vaste parc au cœur d'un domaine de 7800 hectares de terre qui ont été légués donc à l'Institut de France par le duc d'Aumale en 1897. Là, je n'ai plus la main pour passer les diapositives, ce qui va poser problème. Est-ce que vous pouvez les passer pour moi? Voilà. Donc, voilà une photo du château. Alors, qui est à la tête de Chantilly en 1938 et qui va prendre les décisions? Le président de la commission administrative centrale de l'Institut de France, Louis-Germain Martin, chartiste, ancien ministre du Budget et des Finances, le président de la commission de Chantilly, le baron Ernest Sellière, le collège des conservateurs de Chantilly, car le duc d'Aumale, dans son testament de 1884, va confier la gestion de Chantilly à un collège de 3 conservateurs issus de 3 des 5 académies de l'Institut. Ces 3 personnalités sont en 1939 Gabriel Hanotaux de l'Académie française, président, le général de Castelnau de l'Académie des Beaux-Arts et le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, qui va être bien sûr la personnalité éminente qui va prendre les décisions à Chantilly durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis sur place, l'administrateur du domaine de 1936 à 1961, donc qui est Fossier, et puis le conservateur, nous allons voir un petit peu plus tard. Donc le maréchal Pétain, venons-en au maréchal Pétain. Donc, c'est le vainqueur de Verdun, il est conservateur du domaine de Chantilly depuis 1925, il le sera jusqu'à sa destitution en 1945. Il est le premier conservateur du domaine issu de l'Académie des sciences morales et politiques, et il est en 1938 le plus ancien dans la fonction des 3 conservateurs de l'Institut. En 1940, il a 84 ans, mais c'est le plus jeune des 3 académiciens néanmoins. Le conservateur sur place, c'est donc Henri Malot. Henri Malot, chartiste, conservateur du musée Condé de 1931 à 1949, c'est aussi un homme âgé, il a 72 ans en 1940, au moment donc où les collections devront être délocalisées au début de la guerre. Voyons ici, par exemple, Henri Malot au centre de l'image, avec le perpétuel de l'Académie française, René Doumic, et le maréchal Pétain accueillant tricentenaire de l'Académie française, avec le défilé des spahis de Senlis sous la statue du connétable. Et la diapositive suivante nous montre Malot et Pétain, donc accueillant les autorités à la grille d'honneur du château de Chantilly. Alors, quel est le personnel de Chantilly en poste? Je vous montre ici une photo un peu ancienne. Il s'agit du personnel en 1930 et nous allons voir sur la diapositive suivante, en jaune, toutes les personnalités qui sont encore présentes et qui ont en charge les collections au moment où éclate le conflit. Gustave Macon donc, est mort en 1930 et tous les autres agents sont encore en poste, comme Dodin qui est croix de guerre à 14-18 et sont eux qui vont veiller sur les collections en partie pendant la guerre. Donc une petite équipe pour une très grande collection de tableaux, de livres, de trésors divers légués par le duc d'Aumale. Alors, la préparation du plan de protection des collections, il se situe en septembre 1938, juste avant-guerre. Le 11 septembre 1938, face aux menaces de guerre, une réunion va avoir lieu pour envisager le plan de protection des collections en cas de guerre. Henri Malot doit donc dresser l'état du personnel mobilisable et procéder au récolement des caisses et des écrins qui avaient servi à la précédente évacuation des collections pendant la guerre de 14-18. Je rappelle que ça s'était fait en 2 temps. La partie la plus précieuse et la plus modeste en dimension des collections a été délocalisée au musée des Augustins à Toulouse dès 1914 et le reste des collections à Dijon en 1917. Alors l'administrateur Fossier lui a préconisé une mise à l'abri des collections dans les carrières souterraines de la Pelouse que vous voyez sur l'image. Les carrières souterraines de la Pelouse sont des carrières qui ont été creusées au XVIIIe siècle, qui ont permis la construction des grandes écuries de Jean Aubert. C'est évidemment un lieu qui ne prête pas à la conservation préventive. L'autre lieu de conservation idéal pour les petits objets peut être le coffre de la chambre forte. Le conservateur Henri Malot, au contraire, craint une invasion, évoque une évacuation, et puis avec Georges Robert, l'architecte du domaine, ils ont l'idée de faire un test de conservation préventive et ils vont placer un livre neuf, soigneusement emballé, dans les carrières pour démontrer que ce n'est pas le lieu idéal pour conserver les riches collections de Chantilly. Néanmoins, l'inspection du maréchal Pétain le 17 septembre 1938 et de M. Germain Martin le 16 octobre va démontrer que le plan de carrière peut être adopté et il va l'être. D'ailleurs, des travaux dans les carrières vont commencer du 19 septembre au 29 octobre 1938.
Alors, donc, dès le 14 septembre 1938, les caisses et les écrins de l'évacuation de 1914 sont repérés, sont récollés, aussi bien au château que dans les bâtiments annexes de la Fourrière. Et ils vont être donc sortir, mis en état, et tout le personnel du musée serait mobilisé en cas de guerre, à l'exception du concierge et du brigadier, écrit Malot dans son journal de guerre, qui est le document sur lequel nous nous sommes appuyés pour préparer cette intervention. Il nous raconte pratiquement heure par heure ce qui s'est passé à Chantilly sur les collections, et donc il se rend compte qu'en cas de guerre, il va être seul avec le concierge et le brigadier. Il va donc rechercher des spécialistes pour emballer les collections. Il va procéder à l'appel de volontaires, un tapissier, 5 menuisiers, 2 emballeurs, un ébéniste, un déménageur, 2 plombiers, tous ceux qui ne seront pas mobilisés et qui ont accepté de venir travailler au château. On va adjoindre 22 hommes du parc pour le coltinage des caisses. Alors malheureusement, on n'a aucune image de cette installation et de cet emballage des collections. Malheureusement, les seules images que je montrerai ensuite de l'époque sont celles donc, qui ont été réalisées par les Allemands. Alors, la déclaration de guerre donc, intervient le 3 septembre et l'emballage des collections va être concomitant. L'emballage va se dérouler du 26 août au 19 septembre. Le 25 août, l'administrateur M. Fossier donc, revient de Paris, nous dit Malot, avec ordre de fermer le musée le 26 août, c'est-à-dire le lendemain, et de commencer l'emballage. Et en fait, le musée n'ouvrira pas avant 1946, donc c'est 7 ans de fermeture. Alors évidemment, la question de l'évacuation commence à se poser de nouveau. Et Germain Martin, donc à l'Institut, nous écrira en 1944 que l'Institut avait loué en Sologne 2 résidences, l'une à Châon et l'autre à Clémont dans le Cher, pour y trouver un refuge immédiat. Néanmoins, on va voir que pendant l'exode, Malot va errer avec les collections de Chantilly. Alors, comment va se dérouler l'emballage? Le 25 août 1939, le livre témoin qui avait été placé judicieusement dans les carrières par Malot est découvert pourri d'humidité. On va donc abandonner le plan du stockage dans les carrières. Le 26 août, on commence l'emballage des œuvres les plus précieuses, les vitraux de la galerie de Psyché notamment, magnifiques vitraux du XVIe siècle, mais aussi les plus beaux livres qui sont placés dans le coffre, avec les 2 petits formats les plus précieux de la collection, nos 2 petits Raphaël, les 3 Grâces et la Vierge d'Orléans. Et puis, c'est le début de la mobilisation. Les gardiens Rigaud et Dodin sont mobilisés, ainsi que le relieur Goblet. L'emballage se poursuit début septembre, premier jour de la mobilisation. Le gardien Lévesque, que vous pouvez voir sur la droite de l'image, est parti. Un certain nombre de spécialistes auxiliaires sont mis à la disposition de Malot. L'emballage avance. On dépose les grandes toiles de la Galerie des Batailles, les toiles de Sauveur-le-Comte qui racontent les conquêtes du Grand Condé. Les Carmentelles et les Poussins sont en caisse. Les tableaux disparaissent des murs. Il n'y a plus de bibelot que la vaisselle de la Galerie d'Office. Tout le bas du cabinet des livres, des ouvrages si précieux, bien sûr, du duc d'Aumale, est emballé, ainsi qu'une partie du balcon. On va peut-être passer plus rapidement puisque je n'ai pas la main sur le début de la guerre. Donc l'emballage se poursuit. Le travail va se terminer aux environs de la mi-septembre 1939 avec l'ébéniste, le tapissier et l'emballeur qui finissent leur travail. On emballe les tapisseries, on descend les bustes et les marbres. Il ne reste aucune œuvre dans le petit château ni dans les salles du grand château, sauf quelques caisses de livres du cabinet des livres et de la galerie de peinture. On va aussi protéger par des sacs de sable dans les appartements les singeries, le salon de musique, le salon du roi, et on va, autant que possible, nous dit le conservateur, protéger les statues dès le 16 septembre. Le 19 septembre, tout est emballé et à l'abri, les salles sont vides, entièrement vides, et Malot fait garer au château les plus beaux meubles, tableaux et tapisseries de la maison de Sylvie, tableaux du jeu de paume. Les dernières mesures sont prises contre l'incendie. Les collections vont donc être entreposées non pas dans les carrières, mais dans les sous-bassements voûtés du château, c'est-à-dire la partie médiévale, les sous-bassements 14e du château de Chantilly, sous les salles reconstruites par le duc d'Aumale au XIXe siècle et indifféremment du petit château de la Renaissance. Donc on est vraiment dans la partie basse du château, une forteresse extrêmement massive qui devrait être protégée en cas de bombardement. On va néanmoins commencer à chercher un lieu d'évacuation des collections en septembre 1939. Le comte Gabriel de la Rochefoucauld accepte dès le 16 septembre d'accueillir les collections de Chantilly au château de Verteuil, en Charente, à la place des collections du musée de Metz qui devaient y être accueillies. Mais Malot, de son côté, espère trouver un point de chute dans le Val-de-Loire, chez la vicomtesse de Mont-Saint-Biencourt, qui vient de donner une 50aine de portraits de la Renaissance au château de Chantilly. On va voir que cette hypothèse va échouer, hélas. Alors, pendant la drôle de guerre, les collections vont donc rester stockées sur place, dans le sous-bassement. Pourquoi? Parce que le maréchal Pétain, dès le 18 octobre 1939, se montre toujours très hostile à l'évacuation. Il écrit « Je penche nettement pour le maintien de l'occupation actuelle, sans compter que le danger de transport peut être accru par des bombardements d'avions ennemis s'abattant sur les routes de France en cours de l'opération.
Je suis convaincu qu'en recevant cet avis, M. Malot poussera un soupir de soulagement. Alors, il faut noter que cette décision du maréchal Pétain est propre à Chantilly, hein, puisque les collections de l'abbaye de Chailly, proche de Chantilly, de Paris, de la bibliothèque de l'Institut, vont partir, et au contraire, dès octobre 1939, à Clément dans le Cher. Et les débuts de la guerre donc, se font sentir, puisque dès le 26 février 40, on a les camions de la DCA sur Précy-sur-Oise, donc à quelques kilomètres de Chantilly, avec des alertes dès le 27 février 40. Et donc, en février 40, par mesure de précaution, Malot va déposer les portes en bois sculptées du petit château pour les placer dans la chambre forte, donc au rez-de-chaussée, toujours dans le soubassement voûté. Donc des tirs de DCA commencent. L'invasion allemande, donc c'est le 10 mai 40, bien sûr, et dans la journée du 20 mai, la région proche de Chantilly, la région de la Somme, donc à 1 heure de transport de Chantilly, est envahie par les avant-gardes, des administrateurs faussiers. Il va y avoir donc une première attaque aérienne le 19 mai, hein, avec 40 bombes qui vont tomber aux abords du terrain d'entraînement des Aigles, près de la gare, 20 tombes du cimetière de la ville qui vont être endommagées, l'hôtel du Grand Condé, qui accueillait d'ailleurs le Grand QG en 1914, va être aussi endommagé, et la femme d'un ouvrier du domaine, Madame Discontigny, Philomène Naquin, âgée de 70 ans, va mourir de peur, selon l'administrateur, selon son expression, dans son domicile rue du Connétable. Des chevaux de course seront tués, donc la guerre commence véritablement le 19 mai, avec des alertes fréquentes et récurrentes. Le 22 mai 40, c'est l'armée française qui va donc occuper le parc et les grandes écuries pour protéger le site face à l'avancée allemande. Le 22 mai 40, alors que la préfecture demande l'évacuation, il va y avoir contre-ordre, les habitants vont être invités à revenir sur place. L'administration française est complètement déstructurée, la poste ne fonctionne plus, l'administrateur ne peut joindre son autorité de tutelle, l'Institut de France, les gardiens, le concierge de la grille d'honneur, le brigadier de la Porte Vaillant, tout le monde est parti. Cependant, grâce au général commandant d'armes, la liaison peut se faire par les postes militaires avec l'Institut, et c'est une demi-compagnie militaire qui va occuper le parc et cantonnée au hameau, donc dans le jardin en bleu chinois. Une section qui est le point d'appui est de Chantilly va s'installer dans les grandes écuries. Donc l'armée est installée désormais dans le domaine, et jusqu'en 1946, finalement, elle va rester, puisque successivement, à la suite de l'armée française, nous aurons l'armée allemande, bien sûr, puis l'armée américaine qui vont occuper notamment les grandes écuries. Pour le château, on va voir que ça va être différent. Le lieutenant Bedouin du 265e régiment qui la commande va s'installer dans l'appartement A du château d'Enghien, qui est l'appartement du président du collège, Gabriel Hanotto. Le 23 mai, Malot a un espoir, car de nombreux camions régimentaires stationnent en forêt et pourraient servir à évacuer Chantilly et Chailly. Mais Pétain recommandant toujours de laisser les collections sur place, il y a un débat à l'Institut, il y a un vote, et par 10 fois contre 2, l'Institut va dégager sa responsabilité. L'ordre d'évacuer sera enfin donné sur l'insistance de la commission administrative centrale. On va tenter donc de faire partir les collections, mais je le rappelle, on n'a toujours pas de point de chute avéré. Alors le 25 mai 40, point d'angoisse pour le conservateur qui se trouve tout seul à Chantilly parce que l'administrateur, son épouse et la régie vont quitter Chantilly avec les autos personnels de l'administrateur et du domaine, celle du concierge de la régie, et donc Malot est tout seul. On sent son désespoir, le tout avait été minutieusement préparé, j'avais été tenu dans l'ignorance la plus complète des préparatifs, abandonné à mes propres sources, aussi bien pour mon personnel que pour moi. Le personnel ayant pu trouver des personnels et étant parti avant que M. Fossier fût venu de Paris, tout le personnel du domaine était parti de son côté, ainsi que toutes les autorités civiles ou religieuses de Chantilly. Je me trouvais seule pour assurer la garde du château, comme toujours, sans instruction, les conservateurs absents, le président de la commission de Chantilly à Arcachon, le docteur Morat est parti, pas de médecin à Chantilly. Cependant, l'espoir arrive, à 16h30, coup de téléphone de Germain Martin, puis du directeur de cabinet du maréchal Pétain, annonçant pour le lendemain matin l'arrivée à Chantilly de 20 camions de la Samaritaine pour enlever la collection, et heureusement, tout est prêt. Donc, évacuation des collections le dimanche 26 mai grâce au camion de Gabriel Cognac, le patron de la Samaritaine, qui envoie dès 9h30 du matin ces 20 camionnettes mises à disposition en moins de 12 heures avec plus de 60 hommes. Et on va donc charger 280 caisses qui contiennent le principal du musée Condé dans la cour de la capitainerie sous l'œil du conservateur en présence du conseiller technique de l'Institut. Il y aura, semble-t-il, d'ailleurs, pendant le chargement des caisses, à 14 heures, un combat aérien au-dessus du château et un avion allemand sera abattu dans la proche région, selon un rapport de Germain Martin en 1944. Donc 16h30 le 26 mai, chargement et départ des caisses pour Paris. Les camions vont être garés dans la cour du Louvre, ce qui montre qu'il y a eu en amont des contacts avec les musées nationaux qui ont permis donc le stationnement des camions dans la cour carrée du Louvre. Malot téléphone au comte de Saint-Albin, qui est le chef du contrôle téléphonique de la 5e région, et aussi le proche parent de la bibliothécaire de Chantilly,
ce qui va permettre de communiquer avec Madame de Pont-Saint-Biencourt, puisque Malo n'a toujours pas renoncé à installer ses collections en Val-de-Loire chez la vicomtesse de Pont-Saint-Biencourt, grande donatrice du château de Chantilly dès 1939. 27 mai 40, donc départ de Paris à 8 h. On arrive à Orléans à midi. Bien loin d'accepter de loger nos collections, c'est la déception de Malo. Madame de Poncin songe à déménager les siennes à cause du voisinage d'un champ d'aviation. Malo téléphone donc au secrétaire général de la préfecture à Châteauroux, qui donnera une réponse lorsque nous serons arrivés. Donc on voit que le musée Condé n'a toujours pas de point de chute, contrairement aux assertions politiques de Germain Marsin en 1944. Et Malo, qui comptait sur Madame de Pont-Saint-Biencourt, doit changer de stratégie. La donatrice des portraits du XVIe a choisi elle-même de délocaliser ses propres collections. Alors l'itinéraire, on va pouvoir le suivre en quelques clics. On va aller vite. Donc on part de Chantilly le 26 mai. Si vous cliquez sur les images, vous allez donc être dès le 27 à Paris. Ensuite, on va descendre sur Orléans, puis Châteauroux, et enfin le château de Lancôme, qui va être le lieu de stockage des collections pendant l'essentiel de l'occupation. On va le voir. Donc le 27 mai 40, on arrive à Châteauroux à 19 h. On gare les camions sous escorte dans un château à proximité de Châteauroux, celui de la marquise de Duranty. On évite évidemment de garer les collections en pleine ville, hein, c'est une stratégie militaire très opérationnelle. Le secrétaire général et le lieutenant-colonel ont jalonné notre route, dit Malo, avec des plantons et assuré la garde militaire. Et le convoi passe la nuit sous garde dans le parc de la marquise de Duranty, à 6 km de Châteauroux. Donc on va continuer la descente des collections où on arrive le 28 mai 40 à 14 h 30, on part de Châteauroux. Et c'est l'arrivée et le déchargement dans le château de Lancôme, appartenant au baron de l'Étrange, par Vendeuvre dans l'Indre. Tout ce que nous avons apporté tient dans ce château, où Malo va rester donc, pendant toute l'occupation avec le brigadier Dauphin. Les conditions de conservation sont excellentes, nous dit-il, au rez-de-chaussée qui est sec, possibilité de chauffer, la seule crainte est celle d'incendie éventuel, l'humidité vient à l'automne. Alors on peut douter un petit peu de cela quand on regarde l'image suivante, qui vous montre le château de Lancôme, donc dans l'Indre, près de Vendeuvre. On voit que c'est un château qui, comme le château de Chantilly d'ailleurs, plonge ses sous-bassements dans l'eau. Néanmoins, c'est là que les collections vont être stockées pendant l'essentiel de l'occupation. On va passer rapidement sur les images qui suivent pour vous donner une idée de ce qu'est le domaine de Lancôme. C'est un territoire assez important hein, dans la Brenne, en Sologne, avec un château occupé donc, par le baron de l'Étrange, avec un mobilier néo-gothique qu'on peut voir à l'intérieur du château. Donc, tout paraît bien se présenter. On va faire une nouvelle évacuation des archives, puisque la bibliothécaire Madame de Saint-Albin et le bibliothécaire du Quai de Conti à Paris vont faire un saut à Chantilly, rechercher 2000 cartons d'archives anciennes, les archives les plus précieuses, comme les agendas du duc d'Aumale, le drapeau de Recroix, des tableaux d'Huette, les dessins de Carmontel, et ils vont garer dans la cour de l'Institut de France pour la nuit. Donc, on va délocaliser ces collections également à Lancôme pour le 2 juin, cependant que Malo se préoccupe d'aménager le repli à Lancôme, demandant des extincteurs, et demandant le conseil de l'architecte qui est à Châteauroux pour savoir si le château de Lancôme peut continuer d'abriter les collections. Notamment, il a des soucis sur la cave au-dessus de laquelle se trouvent les caisses, mais d'après la visite de l'architecte, M. Varenne, il n'y a pas de souci. Par contre, il préconise l'isifugage des caisses et la révision des paratonnerres. Donc, Malo prend toutes les précautions d'usage dans la mesure où il est quand même coupé en grande partie de ses autorités de tutelle. Malgré tout, l'avancée allemande se poursuit et donc de nouveaux projets d'évacuation des collections plus au sud vont intervenir très rapidement. En effet, il n'y a plus de courrier, plus de téléphone. La préfecture de l'Indre renvoie Malo sur l'Institut, qui doit être à Bordeaux, nous dit Malo. C'est alors que 300 hommes commandés par le capitaine Bovy vont cantonner à Lancôme, et le capitaine Bovy conseille à Malo de partir plus vers le sud avec les objets les plus précieux, sinon la totalité des collections. Il est prêt à lui prêter un camion et assurer la communication téléphonique militaire avec Pétain qui ne répond pas. À 20 km de Lancôme, l'ennemi bombarde. Donc 3 semaines après son arrivée à Lancôme, Malo doit accepter de partir malgré les risques. Et donc ça va être une seconde évacuation qu'on va pouvoir suivre aussi géographiquement en quelques clics, puisqu'on part donc le 19 juin de Lancôme, on se rend vers Angoulême, et puis on va ensuite arriver à Aiguillon, où on va enfin trouver un point de chute au château de Marcellus. Donc, évacuation relativement rapide. Et puis, on reviendra à Lancôme, nous allons voir le 12 juin, donc relativement le 12 juillet, peu de temps après. Donc, le 19 juin, c'est cette deuxième évacuation avec 19 caisses. Donc, les 17 et 18, on manutentionne les caisses avec les hommes du convoi.
faux départ jusqu'au 19. Alors, Malo occupe un ex-autobus parisien avec quelques hommes sûrs. 19 caisses, il faut noter que c'est le même chiffre des caisses les plus précieuses que lors de l'évacuation de 1914. Et le convoi va coucher dans les bois, en fait, pour éviter les grandes villes, pour éviter les bombardements. Et donc, à nouveau, à la préfecture d'Angoulême, dès le 21 juin, Malo va réclamer un château isolé pour entreposer ses caisses. On se bat à 10 km de Lancôme, où se trouve le reste des collections. Malo repart vers le sud avec Bovy et ses hommes. Il écrit « Je considère qu'il vaut mieux continuer ma route avec le convoi, qui suit des itinéraires hors de toute circulation et s'arrête dans des bois, masqués au vu de l'ennemi. Il y a beaucoup moins de chances qu'il arrive là un accident aux caisses. Les hommes sont sûrs. » Malo va donc obtenir un bon d'essence de la préfecture, mais malheureusement, les pompes sont vides. On se rend compte des difficultés de toutes sortes qui assaillent l'évacuation des collections, malgré l'aide très efficace de l'armée. Alors voici le château de Marcellus, qui va être le nouveau point de chute des collections, enfin d'une partie des collections. Alors quand je parle d'une partie des collections, il faut savoir que ce ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, la plupart des grands tableaux ou des œuvres les plus précieuses. Il s'agit bien sûr des manuscrits les plus précieux, mais c'est quand même beaucoup d'objets d'art qui aujourd'hui ne nous paraissent pas forcément l'essentiel des collections. Donc Malo arrive au château de Marcellus et il va donc se présenter le soir même dans ce château qui appartient au comte de Montbron. Il arrive à 21h le soir, il va être reçu par Madame Dantin, la fille du comte de Montbron, qui est là avec sa mère et ses enfants. Il va être très bien accueilli. En fait, les propriétaires du château craignaient de devoir accueillir l'armée et préfèrent bien sûr accueillir le conservateur et les collections du musée Condé. Et donc, ils visitent le local où les caisses sont entreposées. C'est un soubassement voûté de pierre. C'est un peu la situation du château de Chantilly avec des fenêtres à barreaux. On est à 9 km de la sous-préfecture et contre l'incendie, la défense paraît meilleure qu'à Lancôme, sauf qu'il n'y a pas d'extincteur. Et donc, on va voir quelques images rapidement de ce château, qui est un petit domicile fortifié, qui se trouve près de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Le château domine donc la vallée de la Garonne, comme on peut le voir ici. Et c'est dans le sous-bassement qu'on voit sur la diapositive suivante que sont stockées donc, les 19 caisses du musée Condé à Chantilly, dans la propriété du comte de Montbron. Donc Malo va être replié à Marcellus du 25 juin au 11 juillet, à peu près pendant 3 semaines. Le 22 juin, donc, arrive l'armistice à Compiègne. Et le 26 juin, Malo écrit à Fossier dans le Cantal, où était réfugié l'administrateur du domaine. Il va demander l'adresse de M. Germain Martin pour les instructions de retour et obtenir un traitement, parce qu'on se demande comment vivre. Évidemment, aucun des fonctionnaires n'a touché un sou depuis le départ de Chantilly. Malo note laconiquement qu'il a perdu 5 kilos depuis le départ. Le 9 juillet, Germain Martin lui ordonne par dépêche de ramener les caisses à Lancôme. Malo va réclamer au sous-préfet de Marmande un camion et de l'essence, puisque l'armée l'a quitté. Le 11 juillet, donc ça va être un départ après un réveil à 4h du matin. Le camion tombe en panne, dès 6h à Marmande. On va arriver à Limoges à 17h. On va essayer de passer la nuit dans la cour de la caserne des gendarmes, sous la surveillance de Dauphin. Le coucher s'effectue dans un fauteuil du salon de l'hôtel Jeanne d'Arc, avec un détour imposé par la rupture des ponts de la Creuse. Et donc le convoi va se perdre. Finalement, tout va bien. On arrive à Lancôme à 16h. Toutes les caisses sont regroupées et intactes. Malo attend des instructions. Et donc, l'occupation va se dérouler plus tranquillement à partir du 12 juillet 40 jusqu'en 46 à Lancôme. En octobre, le secrétaire de Pétain, le docteur Ménétrel, va enfin envoyer de l'argent pour le chauffage et pour les traitements du conservateur et du gardien-chef, qui n'ont rien touché depuis le printemps et l'été. Pétain viendra faire une visite le 25 octobre 40. Il a inspecté les caisses du musée Condé. Soulignons que le 13 novembre, le chef de l'État français s'était aussi fait montrer la Joconde au château de Chambord. Le 28 décembre, Malo note avec soulagement qu'il peut enfin allumer le calorifère. Le combustible est arrivé hier, donc 27 décembre, alors que Malo demandait de quoi allumer le feu pour chauffer le château depuis le 19 août. Les difficultés, en fait, vont venir pendant l'occupation du baron de l'Étrange, qui à plusieurs reprises demandera le départ des caisses. Et donc, le maréchal Pétain, sollicité par le conservateur Malo, va convoquer Malo à Vichy, va écrire au baron de l'Étrange, le qualifie de bienfaiteur de Chantilly, lui passer la main dans le dos, lui offrir son dernier livre dédicacé, La France Nouvelle, ce qui fait que l'Étrange, finalement, acceptera une cohabitation très difficile avec Malo et avec les collections. Notons qu'à la fin de l'occupation, le 30 août 1944, Malo sera pris comme otage, brièvement, et comme note Malo, en général, pour sauver du maquis, les Allemands fusillent, mais nous verrons, tout se passera bien pour le conservateur. On va revenir maintenant peut-être sur l'autre partie qu'on verra plus rapidement, qui est le domaine de Chantilly en 1939-1945, puisque si Malo et les collections sont partis, il reste donc les bâtiments et le domaine, gouvernés par l'administrateur du domaine Georges Fossier,
par l'archiviste Jean de Boislisle, qui est le fils du précédent administrateur, et par la bibliothécaire Madame de Saint-Albin. Alors, rappelons la situation, évacuation de Chantilly le 9 juin 40, on va passer rapidement donc, sur la première évacuation de la ville, qui doit se faire avec l'accord de Pétain, hein, parce que l'hôpital, par exemple, de Chantilly, l'hospice Condé, appartient au domaine de Chantilly. Il faut savoir que Chantilly, c'est une ville de 12 000 habitants et que l'Institut de France possède 90% du territoire et pas mal d'installations communes. Le gros événement et le seul vrai dommage qu'aura à subir le domaine, c'est l'incendie de la Fourrière. Incendie du 12 juin 40. Alors, qu'est-ce que la Fourrière? C'est un bâtiment du domaine de Chantilly qui comprend des logements de garde, une scierie et des remises qui avaient été incendiés lors de la retraite des troupes françaises. Donc, le 12 juin, vous voyez ici le bâtiment donc, qui a été reconstruit. C'est tout à fait visible peu après la dernière guerre mondiale. C'est le principal dommage quant au bâtiment. L'occupation de Chantilly par les Allemands va se faire donc à partir du 13 juin 40. Vous voyez ici le bâtiment du Grand Condé, c'est un palace qui avait été le siège du Grand QG, de Joffre et de Pétain, donc de 1914 à 1916, et qui va à nouveau être occupé par les Allemands. Vous voyez sur la droite donc un soldat allemand gardant le Grand Condé, et donc les troupes allemandes vont prendre la place sans coup férir, je dirais, des troupes françaises. Il n'y a aucun coup de feu tiré, aucune bagarre. Le château et le domaine sont ouverts à l'ennemi et les Allemands s'installent donc à Chantilly. Alors, quelques images vont vous montrer l'occupation de la ville de Chantilly à partir du 13 juin 40. Vous voyez que les soldats sont à l'extérieur du domaine, la grille d'honneur reste fermée, le pont de la capitainerie est relevé, le château est retranché. Passons aux images suivantes. Donc, les soldats allemands vont venir évidemment devant ce monument, mais ne pourront pas l'occuper pour l'excellente raison, image suivante, que ici le soldat de l'organisation TOT devant le château. En fait, le château est sous la protection du chef de l'État français. Notre chance, c'est que l'un des 3 membres du Collège des conservateurs est le chef de l'État français, et donc occupation interdite. Il est interdit aux membres de la Wehrmacht d'occuper ce château. Est-il écrit? C'est le panneau officiel aujourd'hui conservé dans nos archives et que nous avons pu retrouver à l'occasion de la préparation de cette intervention. Donc, du coup, les Allemands ne pénétreront pas vraiment dans le château. Il y aura cependant, comme le montrent les images suivantes, des visites officielles. Seuls les officiers vont être autorisés à visiter sous la présentation d'un Ausweis. Donc, très rares sont les photos d'Allemands dans le château. Celle-ci est la seule que je connaisse qui montre les soldats allemands à l'intérieur du château. Vous voyez que les cadres sont vides, puisque les toiles ont été déposées dans le sous-bâtiment, donc juste sous la galerie de peinture. Et donc, les collections donc, sont en partie stockées, en partie basse et en partie à l'encombre. Seuls les petits formats ayant été délocalisés. Alors, en revanche, les Allemands vont poser pendant l'occupation sur les marges de la chapelle. J'ai quelques images qui nous ont été fournies donc, par les archives départementales de la Somme, mais ce sont toutes des images émanant bien sûr de l'occupant. Hein, comme ici, on voit donc quelques soldats allemands dans le parc du château. On voit d'ailleurs que les statues dont Malou nous disait qu'elles avaient été protégées, statue du Grand Condé, statue 19e, commandée par le duc d'Aumale, n'ont aucune protection. Et ça sert plutôt à la promenade des soldats qui s'intéressent plutôt à pêcher les carpes dans les bassins. Ce qui sera toujours un point d'achoppement d'ailleurs entre l'administration du domaine et l'armée. Que ce soit l'armée française avant l'occupation, l'armée allemande pendant l'occupation ou l'armée américaine après l'occupation, comme on va le voir rapidement. Donc passons sur ces images qui nous montrent un peu l'ambiance à Chantilly. Donc les autorités allemandes occupent le château d'Enghien, mais sans commettre de déprédation. Rappelons que le château d'Enghien, c'est le bâtiment 18e qu'on voit sur la photographie et qui sert de logement donc, normalement aux conservateurs, aux membres du Collège des conservateurs. Donc les Allemands occupent l'appartement de la commandanture, mais après des démarches faites auprès de la commandanture, la propriété a été évacuée et on replace donc à la Grande Grille un personnel donc Institut de France qui va protéger le domaine. Notez les statues de chiens, les statues de chiens donc de quins qui sont placées à l'entrée du château et qui vont faire, comme on va le voir sur les images suivantes, de demandes pour les fondre. Et la préfecture dès 1942 va s'adresser donc à l'autorité institutionnelle qui est donc l'Institut de France pour demander la fonte des statues de bronze qui sont au domaine. Pétain va autoriser l'enlèvement des chiens et des cerfs de quins, qu'on voit ici sur la terrasse, mais en revanche, il demande à conserver les statues équestres du connétable, qu'on avait vu tout au début de la projection, et également la statue du duc d'Aumale, qui est une commande passée en 1899 par la ville de Chantilly. Ici, donc, la statue du duc d'Aumale, due à Jérôme. Pourquoi Pétain fait remarquer que le duc d'Aumale, ayant donné à l'Institut tous ses biens, il serait regrettable de faire disparaître sa statue. Et en fait, l'ensemble de la statuaire de bronze du domaine va être protégé, mais en grande partie par l'incurie institutionnelle allemande et peut-être aussi par une volonté de la préfecture française de faire les choses avec une certaine lenteur pour retarder les opérations de saisie et de fonte.
Toujours est-il que toutes les sculptures ont été de fait protégées et n'ont subi aucun dommage pendant l'occupation. Alors en revanche, si les Allemands n'occupent pas le château et très peu le parc, ils vont occuper les grandes écuries. Et c'est le service vétérinaire allemand qui va occuper donc, ce bâtiment qui, depuis Napoléon Ier, est bien sûr un service de caserne à chaque grande guerre. C'était déjà le cas en 14-18. Le service vétérinaire allemand va l'occuper. Comme on va voir sur l'image suivante, il y a encore beaucoup de chevaux dans l'armée allemande. Hein. On pense toujours aux tanks, aux panzers, mais il y a beaucoup de chevaux, comme on le voit ici. Alors ça, c'est une photographie qui nous a été envoyée, hasard heureux, par le petit-fils d'un soldat allemand qui avait pris ces clichés donc, au moment de l'occupation en 40. Et donc, on voit les nombreux véhicules et les nombreux chevaux de l'armée de la Wehrmacht qui occupent donc les grandes écuries, avec le pavillon gauche qu'on verra tout à l'heure et qui sera brûlé à la fin de l'occupation. Notez bien cette image. Alors, les grandes écuries, on a une rare image qui vient des archives départementales de l'Oise, qui montre le service vétérinaire allemand occupant les grandes écuries. Ce qu'on ignorait aussi et qu'on a appris à l'occasion de cette intervention, c'est que les grandes écuries servent aussi de prison. Prison à des Français d'origine indigène, pour dire les choses clairement, des prisonniers marocains qui y sont détenus. Et donc, 6 d'entre eux vont d'ailleurs s'évader en février 41, probablement à la faveur d'un incendie aux grandes écuries, puisqu'il y a un ancien grenier à fourrage dans la cour d'Hermise, où les Allemands stockent du bois de chauffage, et donc c'est probablement à la faveur de cet incendie qu'ils peuvent s'échapper. Ça va malheureusement entraîner la destruction d'une trentaine d'œuvres appartenant non pas au musée Condé, mais à l'Institut de France. Il s'agit de la collection Comtesse de Caen, une donation faite à l'Académie des Beaux-Arts, qui avait été déposée en 1938 par l'Institut, et selon certains rapports, une trentaine d'œuvres, dont des grands tableaux, des sculptures, auraient brûlé. Voilà, on n'a pas vraiment de traces de cette disparition. Ce qui est certain, c'est que les principaux bâtiments du domaine vont être occupés. Je vous présente ici une image du château Saint-Firmin, qui est un bâtiment donc, situé au fond du parc face à la Grande Cascade, qui, avant l'occupation, était loué à l'ambassadeur des États-Unis, Bullitt, jusqu'à l'entrée en guerre des USA. Ça va ensuite être occupé par l'ambassadeur du Reich, Otto Abetz. Et aujourd'hui, c'est une propriété donc, appartenant toujours à l'Institut qui est louée, qui fait partie des plus belles demeures du parc du château de Chantilly, donc situé près de la Grande Cascade. Alors, quelques dommages, mais secondaires. Les soldats allemands, par exemple, n'hésitent pas à pêcher à la grenade dans les douves et aux étangs de Commelle, méthode un peu violente, évidemment, contre lesquelles l'administrateur va protester en vain. Avançons. Alors, les derniers mois d'occupation et la libération de Chantilly, c'est là finalement que les collections et les personnes vont courir les plus grands dangers. Il va y avoir un épisode assez violent en janvier 1944. La résistance va donc tuer un pharmacien de Chantilly. Il y aura des otages de pris. L'administrateur Fossier, l'administrateur de Chantilly, va donc être pris en otage lui-même, détenu au camp de Royal-Lieu. Le camp de Royal-Lieu près de Compiègne, c'est le point de départ pour Drancy, pour malheureusement le départ vers les camps de concentration allemands. 6 Fossier est libéré au bout de 3 semaines, 1 mois. En revanche, 3 personnes, dont le curé de Chantilly, qui loge d'ailleurs dans les bâtiments du domaine Institut de France, l'abbé Charpentier, qui avait osé prêcher en chair en juillet 1943 contre Vichy. Lui ne reviendra pas, il mourra donc en déportation à Mauthausen. C'est une des personnalités donc, liées à la déportation. Son portrait est toujours en chair à l'église Notre-Dame. Il y a une plaque à l'intérieur de l'église et place de l'église Notre-Dame, qui aujourd'hui est devenue la place de l'abbé Charpentier. Donc c'est une grande figure de la résistance à Chantilly. Il y a aussi des bombardements très nombreux, notons-le. Ici, c'est le viaduc de la ville de Chantilly, qui est donc sur des terrains du domaine. Pourquoi? Parce que les Allemands développent dans les carrières de Creil les V1 et les V2, donc un armement militaire très important pour la Wehrmacht. Et ça, c'est à moins de 10 km de Chantilly, donc il va y avoir énormément de bombardements. Ici, par exemple, l'eau va être coupée et bien sûr la liaison SNCF, puisque c'est le viaduc qui porte le train de Paris à Creil, qui va être coupé pendant de longs mois. Il y aura des enfants tués, d'autres gravement blessés, et un soldat allemand tué dans ces bombardements. Il y aura aussi des dégradations sur d'autres propriétés de l'Institut, notamment des hectares de forêt vont brûler avec un incendie. Il y a un dépôt de carburant à la table de Montgrésin, 400 hectares vont être brûlés. Donc, c'est le bâtiment qu'on aperçoit sur la droite derrière le cycliste. Ça, c'est le bombardement du 8 août 1944. On est bien après le débarquement. Mais donc, les Américains donc, bombardent à qui mieux mieux, bien sûr, les installations militaires allemandes pour rendre la retraite difficile.
et le domaine va beaucoup en souffrir. Et puis le 23 août 44, un épisode qui aurait pu être absolument dramatique pour le château et pour les collections qui y restaient, puisque la résistance, les forces françaises de l'intérieur, vont tuer à la mitraillette 2 motocyclistes SS en sidecar qui passent devant le château à la grille de l'Abreuvoir, à peu près à l'endroit où le soldat allemand a été photographié un peu plus tôt. En représailles, les Allemands vont incendier le pavillon mansarde de la grille d'honneur, le pavillon gauche, vont tirer sur les employés du domaine et vont tuer un de nos jardiniers, Anatole Lemblin, donc un jardinier de 72 ans, tandis que le maire de Chantilly, Simian, va être arrêté en otage, mais il sera relâché après 5 heures d'interrogatoire. Donc un épisode extrêmement difficile qui aurait pu être dramatique. Ensuite, ce sera la libération de Chantilly, dont on a là enfin quelques images. C'est le 30 août 44, donc 5 jours après la libération de Paris. Les forces françaises de l'intérieur vont traverser Chantilly libéré. Ce sont des clichés fournis par les archives départementales de l'Oise. Il y aura également, bien sûr, quelques représailles à Chantilly, quelques femmes tondues, archives ici de Creil, notamment la fille du secrétaire administratif du domaine sera tondue sur la place Omer-Vallon, la place centrale. Mais finalement, tout se passe bien à la libération à Chantilly, autre image des archives départementales de l'Oise. Et enfin, donc nous en arrivons à la libération avec les célébrations du 11 novembre 44. Passons là-dessus parce qu'on doit être déjà très en retard. Image suivante. Alors, revenons-en brièvement au retour des collections et à la réouverture du musée Condé. Le 26 octobre 45, Malo va enfin pouvoir rentrer à Chantilly et en décembre 45, commencer le réaccrochage des toiles qui étaient restées sur place, toujours stockées dans les sous-bassements. Malo va remettre en place tout d'abord les grands formats qui étaient restés en partie basse du château pendant l'hiver 45-46. En revanche, il laisse le reste des caisses les plus précieuses à Lancôme sous la conduite du brigadier Dauphin. Pétain va être remplacé par Marcel Aubert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il est nommé conservateur du musée Condé. Et le 9 décembre, Malo s'occupe de réaccrocher dans les salles d'exposition les toiles qui étaient restées dans les sous-bassements et qui, par leur dimension, n'avaient pas pu être emportées dans les camions. Alors, les grands dommages, ça va être surtout des problèmes de conservation préventive. On trouve du chancy sur le déjeuner d'huîtres de Jean-François III, des problèmes de vernis en bas à gauche sur le portrait de Louis XV d'après Rigaud, et sur un certain nombre de tableaux, des éclats de peinture. Le Jules Romain, par exemple, sera rentoilé, ce qui aura lieu après-guerre dans ce qui n'est pas encore le centre de recherche des musées de France, mais qui est normalement au Louvre. Les plafonds des deux singeries vont être à réparer parce qu'évidemment, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas eu pendant ces années de chauffage dans les châteaux, faute de combustible, alors que le domaine est bien sûr fournisseur de bois, naturellement, avec ses 1800 hectares de bois et de forêt. Malo commence par remonter les portes des appartements qui étaient garés dans les chambres fortes. Voilà, et on continue à déballer les caisses. Et puis, surprise, certaines caisses qu'on destinait à Lancôme, en fait, étaient restées à Chantilly, et d'autres qu'on voulait voir rester étaient parties. Mais peu de dégâts en somme, conclut Malo. On va ensuite prendre enfin la décision de faire revenir les collections. C'est le 24 janvier 1946. Le collège des conservateurs et le baron Seyer décide de faire venir les œuvres. Tout ce qui était resté à Chantilly est maintenant en place, et donc on va faire arriver le dernier convoi des caisses avec les pièces qui seront remises en place peu à peu. Et bien sûr, ça sera l'occasion de montrer enfin les très beaux dessins. Il s'agit plutôt en l'occurrence là de tableaux du XVIe siècle de la donation de Madame de Poncin. Je signale d'ailleurs que tous ces tableaux de la donation de Madame de Poncin, ou la plus belle partie en tout cas, est présentée cet été, et jusqu'en septembre, octobre, au château d'Azel-Rideau à nouveau pour une exposition temporaire exceptionnelle. Donc en mars 46, on va mettre en place toutes les tentures, on va visiter toutes ces caisses qui viennent de Lancôme, mettre le contenu en place, on va faire des réparations aux cadres, aux vitres. Le relieur Goblet restaure un vase chinois dont l'humidité avait quelque peu gâté un endroit non cuit. Le musée va être ouvert pour certains groupes, les groupes de Canadiens ne viennent plus. On reçoit des groupes d'étudiants américains de la cité universitaire, conduits par des aides de l'école du Louvre. Donc on voit qu'il y a des réouvertures partielles qui nous font penser quelque peu finalement aux réouvertures qu'on a actuellement après le confinement, donc pour certains visiteurs autorisés, mais ça reste très ponctuel bien sûr. Donc le retour des collections, ça se passera sous l'autorité d'un général, le général Blanc, qui va aller chercher les collections. Donc il y a 150 caisses. Alors le gros souci qu'il y aura pour le cabinet des livres, pour la bibliothèque, les 150 caisses que l'administration m'a envoyées pour emballer les livres en septembre 1939, écrit Malo, étaient faites de voliges beaucoup trop légères pour le poids. Au cours des voyages, certaines ont cédé. Des clous très difficiles à planter dans des caisses aussi minces ont éraflé des reliures, dont quelques-unes de prix. Le commis relieur devra les réparer au mieux. Alors on apprend aussi, chose étonnante, que pour stocker les livres dans les caisses, ou même pour les caisses d'antiques, on avait utilisé du foin
pour stocker les objets d'art à l'intérieur des caisses et que donc des bestioles venues du fond avaient proliféré, rongé les étiquettes avec les numéros d'inventaire. Voilà, donc ces numéros sont à reconstituer. Malo est inquiet pour les gravures dont les cartons avaient été calés là aussi avec du foin. Encore est-il heureux qu'il n'y ait pas eu d'humidité pour provoquer des fermentations. Il y a peu de dégâts en somme, hein, nous dit Malo. Finalement, les pastels n'ont pas souffert et sont intacts. En général, peu de choses. Et donc, le jeu romain seul sera envoyé à Paris. Donc, peu de dégâts, conclut Malo. Et ça sera aussi ma conclusion pour cette grande promenade qu'ont fait les collections donc de Chantilly donc à Lancôme. Et donc, on réouvrira le château. C'est ma dernière slide. Le 8 juin 1946, en présentant au public donc les collections Pont-Saint-Biencourt, enfin mises en place. Les difficultés qui continueront après-guerre, ce sera toujours des problèmes de chauffage, des problèmes de conservation préventive pour les collections. Je vous remercie de votre attention.